tous, je suis Fabrice Jonas du magazine Mode Lab et on va continuer sur une table ronde tout simplement sur comment monter son business en Chine avec des invités formidables, forcément, ça y est. Non, voilà, même punition, maintenant t'es assis, ça va aller mieux. Ah oui. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste vous demander de vous représenter en 2 petites minutes en fait, qui vous êtes, ainsi de suite. Est-ce que tu veux commencer? Merci. Donc moi c'est Yann de Luxion Insight, je ne sais pas si le public connaît déjà Luxion Insight. Alain fait une petite présentation de ce que tu peux réexpliquer une fois tes mots. Luxion Insight, très rapidement, ça a été créé il y a environ 5-6 ans. On a mis beaucoup de développement pour développer une plateforme de data, une data qui a pour vocation d'être le Bloomberg du luxe, sur laquelle vous êtes comme un Google pour le luxe, on va dire. Vous rentrez dans la plateforme, vous avez toutes les data pour le secteur du luxe, bien sûr, qui englobe aussi des data concurrentielles, du fast fashion, de la mode, où vraiment vous avez les news, les rapports, toutes les informations utiles pour faire une étude concurrentielle, pour faire une étude de marché. Donc ça c'était la base de Luxion Insight. Aujourd'hui on développe un peu plus une plateforme qui donc vous utilisez de manière autonome, mais aussi aujourd'hui on a un commandement plus prononcé avec vraiment par la data vous accompagner dans tous vos décisions stratégiques. Et notamment moi je suis principalement dans les départements Chine, donc le développement de sujets identifiés. Merci beaucoup, Marie. Bonjour, moi je suis Marie Dupin, je suis la directrice de la mode chez Nelly Rodi. Nelly Rodi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de prospective, historiquement cabinet de tendance, vraiment spécialisée dans le conseil en stratégie pour les industries créatives en France et à l'international, avec une grosse expertise sur le marché chinois. On accompagne un certain nombre de groupes dont on a parlé précédemment à définir leur positionnement, leur stratégie sur le marché local. Donc on a une forte connaissance du marché chinois et on accompagne un certain nombre d'acteurs français et internationaux à s'implanter en Chine. Jean-Joseph. J'étais assez ennuyé là. Non, dis pas ça. Vous avez compris que j'étais économiste, sauf que j'aimerais dire, je ne suis pas seulement macro, j'ai trouvé votre présentation excellente. Vraiment excellent. Je partage à 150%. Non, mais c'est important de bien comprendre que la vision macro, effectivement, que j'ai développée, intègre, bien évidemment, enfin, elle me paraît totalement cohérente avec ce que vous avez montré, un peuple dégénéré, pour parler français, car c'est ça qui est important de se produire. Donc, qu'est-ce que je fais sur la Chine, proprement dit? Après 30 ans, on a des réseaux. Que Chine égale Guangxi. C'est pas la peine de vouloir, je pense, travailler en Chine si on n'a pas ces réseaux. Et que on appelle ça des Guangxi. C'est-à-dire. Justement, c'est ça qu'on va parler maintenant, voilà. C'est ça qui va être intéressant. Donc je cultive les Guangxi. Parfait, merci beaucoup. C'est intéressant et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Ça va être intéressant d'essayer de boucler la présentation. Effectivement, très macro et Juliette, présentation super intéressante sur les millennials. C'est comment, du coup, de ces deux facettes-là, on arrive à tirer les ficelles, parce que les ficelles, elles viennent à la fois de l'environnement économique, du consommateur lui-même, des millennials et les autres, et comment est-ce que, du coup, on en tire les best practices, les bonnes pratiques pour s'implanter en Chine. Tout à fait raison. Donc, moi, ma question, imaginons que je suis une marque française, je fais de la mode. Pourquoi j'irai en Chine et pas aux États-Unis? Pourquoi j'irai. Voilà, pourquoi la Chine, tout simplement? Je pense avec les deux présentations qu'on a eues juste avant, on voit l'importance du marché chinois. La Chine, c'est vraiment le marché mère, l'usine d'avant. Aujourd'hui, on a un développement qui change un peu, comme on a pu le voir avec Juliette, des consommateurs chinois qui sont un nouveau consommateur. Mis à part que ce soit vraiment l'industrie du textile qui est très très énorme en Chine, on a aussi vraiment, c'est un marché très compétitif. On voit que maintenant les entreprises chinoises sont vraiment le boom actuel, que ce soit dans, c'est vrai que dans le textile, on n'a pas vraiment, ici en France notamment, ou en Occident, la vision des acteurs locaux, mais on le voit un peu plus notamment à Paris, on va voir Icicle, des petits concepts qui arrivent en France, de plus en plus innovants. Et justement tout à l'heure, M. Boyot disait que la Chine manquait d'innovation. Ça, c'est la base, je pense qu'avec Marie, j'en saurais plus, mais au niveau du changement des consommateurs, au niveau de la mode, ça va être très intéressant à savoir.
Et puis même sur le niveau du digital, enfin, le digital, c'est, je pense que tout le monde, la plupart du public a un compte sur Facebook ou Instagram, ou au moins connaît ces réseaux sociaux. En Chine, c'est encore un autre niveau. On a l'impression qu'en Chine, il y a quelques années, on va dire, les tendances en Chine, ça venait plus par l'Occident. Tout ce qui allait se passer en Chine, ça allait d'abord passer par la France ou les USA. Aujourd'hui, on a des nouvelles tendances où le consommateur chinois a l'impression qu'on va voir les tendances d'abord en Chine avant de les voir en Occident. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a aussi une notion d'aller en Chine pour vraiment être avide de connaissances et de proactivité. Merci. Marie? Pourquoi se développer en Chine? Tout simplement parce que ça serait dommage de se passer à côté d'un tiers de chiffre d'affaires potentiel compte tenu de la croissance des chiffres qu'on connaît, des 1,3 milliard d'habitants. Après, on va en parler, c'est là toute la difficulté. C'est pas parce que le potentiel est énorme qu'on arrive très facilement à développer un business. Il reste une forte appétence du marché chinois pour les marques internationales et les marques françaises, mais ça fait pas tout. Donc c'est une évidence d'un point de vue économique, comme les États-Unis sont dans le cadre d'un développement international pour une marque. Maintenant, c'est plus l'Eldorado. Enfin, si toutefois ça l'a déjà été, mais c'est pas facile. C'est pas parce qu'on a une marque française qu'on arrive comme ça et qu'on a la success story escomptée. Bien au contraire, c'est un marché extrêmement compétitif, extrêmement complexe, totalement différent des marchés qu'on connaît d'un point de vue des acteurs, de la distribution, ça on va y revenir. Donc oui, dans le cadre d'un développement international, il faut mettre la Chine, mais au même titre que l'Inde, vous en avez parlé, que l'Afrique, dans le cadre de son développement. Mais il faut y aller avec une stratégie adaptée, spécifique, et pas un copier-coller de la stratégie qu'on peut avoir pour s'implanter en Europe ou aux États-Unis. Parfait. Toujours mon mot à dire surtout. 3 raisons. On imagine. 1, c'est prendre. C'est prendre. C'est-à-dire qu'il y a une affectivité, il faut s'éprendre de la Chine. Et votre exposé de ce point de vue-là, extraordinaire. On est dans la rationalité et on est dans l'irrationnel. C'est prendre parce que il faut apprendre de la Chine. La Chine construit en partie une partie du monde du XXIe siècle. Et de ce point de vue-là, dans cette partie-là, elle est en avance. La fille qui est retournée en Chine il y a 2 ans, et elle n'est pas à Pékin ou à Shanghai, donc Chengdu, m'a expliqué à quel point elle a été bouleversée. Elle a vécu à Hong Kong quand même, donc elle était largement sur le truc, hein, mais elle revenait de Paris, et Paris s'est sous-développé. Donc il faut apprendre. Il y a un endroit dans le monde, enfin, il y en a 2, le Japon et la Chine. Parce que je trouve qu'il faut faire très attention à une chose, mais il ne faut pas séparer les frontières politiques ne sont pas des frontières pertinentes. Beaucoup de choses en réalité que le Japon a inventées se retrouvent aujourd'hui en Chine. D'ailleurs, j'observe que les millennials, vous n'avez peut-être pas parlé de ça, mais vous n'avez pas parlé de tout, sont extrêmement fascinés par le Japon, alors même que les 2 régimes se haïssent officiellement. Et puis, toute dernière chose, et la Corée du Sud, tu as raison. Et dernière chose, pour vendre, s'intéresser à la Chine, pour vendre, en faisant attention à une chose, c'est que cette idée d'1,5 milliard d'habitants, eh bien, c'est le piège. C'est le piège, c'est trop grand. Il y a eu énormément d'échecs liés à ça. 50% de la consommation, je vous disais, du PIB. Le PIB chinois, c'est 15% en gros du marché mondial. Donc vous avez en gros, en Chine, 7 à 8%, maximum 10% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est peut-être pas pour ça qu'il faut y aller, sachant que c'est quand même compliqué, etc. Mais on peut y vendre dès lors, et c'est pour ça que votre exposé était très important, on définit des stratégies. Et donc on apprend quand on est en Chine. Il faut être extrêmement modeste, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est un monde dont on n'a pas les repères et qui lui-même évolue très vite. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais rajouter autre chose, c'est que quand on vous dit que c'est un pays très compétitif, ça ne veut pas dire non plus que c'est bouché. Justement, la Chine, elle est très diverse. C'est pas seulement une seule Chine. On a une très grande diversité au niveau des villes. On a des classifications par ville, de tier 1 à tier 4. Le tier 1, vraiment, c'est Shanghai et Pékin. Le tier 4, vraiment, c'est vraiment des petits villages avec un peu moins développés, mais peut-être plus développés que certaines campagnes de France.
Donc vraiment, au niveau de la stratégie d'une marque, il y a une part de marché pour tout le monde. Le marché de la mode ou même du luxe, ou enfin, de quelconque secteur en Chine est très fragmenté. Il n'y a pas vraiment de leader. On ne pourra pas dire que Chanel est numéro 1 avec 10% de notre part de marché, ou je sais pas, un Zara avec 20% de marché. Ce sera une partie minime. C'est pour ça que le marché est tellement fragmenté qu'on peut grappiller les parts de marché. Contrairement ici en France, si vous voulez faire une marque fast fashion, on a déjà tous les mastodontes, et en luxe pareil, alors qu'en Chine, il y a quand même une marge de développement possible. Alors, je vais reprendre l'exemple d'une marque française. Donc là, j'ai décidé, je vais aller en Chine. Comment je fais pour trouver un partenaire? Comment je fais pour me faire accompagner? Parce que je vais pas y aller tout seul en fait. Qu'est-ce que je fais? Effectivement, c'est un peu risqué d'y aller seul. On va pas revenir. Après, le panorama des partenaires potentiels en Chine, il est en train de considérablement changer. Et il change aussi rapidement que l'écosystème mode et digital change et évolue. Donc pour moi, il n'y a pas de réponse unique. C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue avec Jonathan, fondateur de Luxury Insight, il n'y a pas si longtemps. C'est qu'aujourd'hui, quand on est une marque, on peut plus se contenter d'un seul partenaire. Historiquement, les marques françaises arrivaient en Chine et engageaient le plus souvent ce qu'on appelle un opérateur de marque, des gens qui sont spécialisés du panorama retail et des stratégies de marque en local, et accompagner les marques françaises ou internationales dans leur développement principalement retail. Des gens comme Imaginix, Joyce, des gros opérateurs de marque, il y en a pas mal. Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur et de l'importance du digital et du commerce sur des plateformes comme Tmall ou JD, on ne peut pas se passer d'un partenaire pour piloter des stratégies digitales, et on ne peut pas se passer du digital. Il y a beaucoup de marques que j'entends qui disent mais moi être sur Alibaba c'est inenvisageable. Alors déjà Alibaba c'est plusieurs choses, c'est pas que Alibaba, la plateforme telle qu'on la connaît, c'est Tmall qui sont les boutiques officielles des marques. Aujourd'hui, c'est incontournable. C'est aussi trouver un partenaire qui vous accompagne dans votre stratégie digitale. C'est trouver des partenaires locaux qui vous accompagnent à connaître le marché. Ça, on va y revenir, c'est clé. Aujourd'hui, l'écueil, j'anticipe sur la question suivante. Tu fais bien. C'est d'avoir une vision du marché qui est la même que celle qu'on a dans les autres pays. Savoir se comparer à des gens, quand on est une marque, auxquels on a l'habitude de se comparer. Il y a des acteurs locaux qui sont immenses. On en a parlé tout à l'heure, des gens comme Metters Bonwy, des gens comme Semir, qui ont 4000, 5000 points de vente, c'est eux les acteurs du marché chinois. Donc c'est s'associer à des partenaires qui connaissent cet écosystème et qui connaissent la structure du marché de la mode là-bas. Et c'est aussi trouver des nouveaux partenaires, et vous en avez parlé, qu'il y a énormément de groupes chinois qui rachètent des marques françaises. On est consulté aujourd'hui tous les jours par des gros acteurs du marché chinois qui veulent racheter des marques, mais qui veulent aussi accompagner des marques françaises dans leur implantation chinoise pour encourager la variété des marques, l'innovation, parce que tout ça c'est un cercle vertueux en fait. Les marques locales s'inspirent énormément de la mode occidentale et pas que, de la Corée, du Japon. Profitent des compétences qu'il peut y avoir en termes de marketing, en termes de développement, lancent des marques là-bas, testent des consommateurs, s'inspirent de ce que peuvent faire les marques internationales, s'associent. C'est vraiment un travail, comme vous le disiez, en réseau. Donc pour moi, il n'y a pas une réponse de trouver un partenaire, c'est plusieurs partenaires. Et je rebondis, je vais vous passer la parole, parce que vous avez des choses très intéressantes à dire là-dessus. Mais c'est aimer et faire confiance. Et c'est pas trouver seulement un partenaire business, mais c'est avoir un projet commun et faire confiance. C'est une culture qui est totalement différente de la nôtre. On a trop souvent été frileux et peureux à l'idée d'avoir un partenaire local. Aujourd'hui, pour moi, la clé de la réussite, c'est d'avoir des gens qui connaissent à la perfection le marché et de s'associer avec eux. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et je vous recommande en sortant d'aller acheter il y a un livre, un seul, ça s'appelle Dictionnaire de la civilisation chinoise. Énorme, c'est peut-être énorme, mais c'est magnifique. Et tant qu'on n'a pas lu ça, c'est pas la peine d'y aller. Avant même d'apprendre le chinois, qui est la deuxième étape, le chinois, ça n'existe pas. Pas d'accord. Alain fait un peu l'amour. Il n'a jamais lu, c'est pour ça. Ça commence. Justement, je reviens à ça.
parler veut dire quoi? Puisqu'il n'existe pas une langue chinoise. Il existe des langues chinoises. Donc il faut savoir où est-ce qu'on va vouloir travailler. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut lire un peu le chinois. Parce que vous voyez, quand vous nous avez dit Daka, ça veut dire quoi, Daka? Ça veut dire quoi? Le caractère, les deux caractères, parce que c'est ce qui est important. C'est pas du tout ce qu'on raconte, c'est ce qu'on lit. Elle peut répondre à la question. Vous parlez des études chinois. Alors, il y a des diplômes. Ça, l'impression, se taper, frapper, l'action de faire. Et la carte, je sais pas, c'est quel caractère? Ben oui, l'important c'est le caractère. Donc, c'est ça que je voulais faire dire. Voilà. Tant que vous ne savez pas lire et comprendre comment ça fonctionne, vous ne comprendrez pas, me semble-t-il, la psyché de nos amis chinois. La psyché de nos amis chinois, vous regardez comment ils travaillent sur leur smartphone. Ben, on croit qu'ils utilisent les smartphones comme nous. Ben non, pas du tout. Le caractère joue un rôle essentiel. Or, le caractère, c'est un dessin. Le caractère, c'est un symbole. Et ensuite, il faut y avoir, comme par exemple, moi j'ai un nom chinois, qui à la fois reprend ce qui va être la sonorité braille, mais qui surtout a été choisi parce que le sens des caractères est celui qui se rapprochait le plus de ma personnalité. Alors ça, c'est deux choses que je trouvais importantes déjà à dire. On ne va pas parler couramment le chinois parce qu'il faudra votre vie entière, mais que vous soyez rentré dans cette logique dite linguistique. Et la dernière chose, c'est qu'on est passé effectivement, je reviens au Guangxi, donc on ne peut pas travailler dans un monde gigantesque, donc il y a le Guangxi. Simplement, ce Guangxi a connu une mutation essentielle avec Internet, c'est exact. On est passé donc d'un Guangxi qui était totalement vertical, qui partait du parti en réalité et à tous les échelons, donc vous ne pouviez pas travailler à Shanghai, ou même dans une ville de province, si vous n'aviez pas le Guangxi avec les autorités locales. Ça, c'est quand même très fortement perturbé. Mais surtout, tout dépend de vous, qui vous êtes. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, l'abord du marché chinois dépend de... Si vous êtes un micro-entrepreneur, et je vois qu'il y a des gens qui sont des micro-entrepreneurs ici, c'est quand même pas la même chose que si vous êtes vous-même un très grand groupe. Moi, ce que je suggère de plus en plus, ce que je fais, j'accompagne des entrepreneurs individuels en Chine. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand on travaillait justement à un niveau dit local, c'était beaucoup plus facile de réussir. Il y a une demande gigantesque, parce que le pays est gigantesque, la diversité est gigantesque, et donc j'ai 3 entreprises de start-up qui sont installées au Sichuan, à Chengdu, qui réussissent, mais remarquablement, dans le restaurant, dans la restauration, c'est incroyable, il y a une demande de variété en termes de cuisine, et on ne voit pas pourquoi, à partir de là, ils ont développé un réseau de franchisés. Et ces restos font un tabac à Chengdu. Donc il faut vraiment vous poser la question qui je suis en fonction de ça, définir une stratégie. Par contre, je reste persuadé qu'il faut rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui fonctionne différemment. On ne s'en porte jamais en termes de colère, etc. Elle sait, elle sourit. Et donc voilà, il y a des codes. Alors, Ying, justement, toi qui as échoué en Chine, pour se trouver ce fameux partenaire ou ces partenaires en Chine, chinois ou à Paris, comment on fait en fait? Parce qu'effectivement, Marie vous a bien décrit effectivement ce système qui est un petit peu en réseau, et ainsi de suite. Voilà, moi je suis entreprise, je fais comment? Je vais voir qui? Peut-être commencer à Paris ou à Roubaix, je sais pas. Comment on fait? C'est vraiment plus compliqué parce que c'est en fonction de la taille de l'entreprise, le mode de développement que vous voulez faire. Si vous êtes une marque qui veut vraiment se développer dans tous les department stores en Chine ou vraiment plus une approche plus, on va dire, moins risquée, qui va être plus par le commerce par exemple. En Chine, comme Marie l'a dit, par rapport à quelques années, avant on avait le retail offline, enfin, du coup on dit ça offline alors que c'est une boutique. Maintenant, tout va se focaliser sur l'online. Toute marque qui n'est pas présente online, c'est voué à l'échec, entre guillemets. Donc après, en fonction de la taille d'une entreprise, beaucoup de marques qui veulent commencer à s'implanter vont souvent passer par l'online, des partenaires comme Tmall ou JD.com, qui vont être des plateformes plus aussi en termes de visibilité. C'est des plateformes où tous les Chinois vont aller acheter leurs produits, contrairement à nous quand on se dit oui, quand je veux acheter un produit d'une certaine marque, je vais aller sur le site officiel. En Chine, ils n'ont pas juste ce réflexe-là. On va aller dans
dans leur supermarché, vraiment dans ce site e-commerce, ce site petite marque. Ils vont naviguer dessus pour trouver la marque qui leur correspond. Enfin, l'approche est totalement différente, donc il faut vraiment bien comprendre le marché, bien comprendre les spécificités du marché afin de mieux l'adapter. Super. Marie, tu avais commencé à répondre aux écueils à éviter en fait, au marché chinois. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, et l'écueil à éviter, et du coup je vais faire boucler avec la question d'avant sur les partenaires. C'est d'arriver avec une stratégie qui est la même que l'implantation d'une marque ou le développement d'une marque en Europe. Pour moi, la chose la primordiale, c'est de comprendre la culture, évidemment, comprendre le marché, comment il est structuré, et surtout de commencer, l'écueil pour moi vraiment à éviter, c'est de se dire, ok, je suis une marque de textile, par exemple, on va dire mass market, prix bas, de se comparer automatiquement à ceux qu'on connaît en France et à l'international, Zara, H&M. Oui, Zara et H&M, c'est évident, ça reste des concurrents, mais des MeToo de Zara et H&M et des acteurs sur ce créneau-là, il y en a des centaines. Pour vous donner un exemple, je parlais de Matters Bonnewick, qui est un des plus gros groupes textiles qui pèse à peu près 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires à 5000 points de vente en Chine. Zara en a, je crois, 200. Donc c'est pour vous montrer en fait et l'écueil à éviter, ça serait de se comparer uniquement à un Zara et de répliquer, un Zara ou autre, de répliquer une stratégie telle qu'on l'aperçoit et telle qu'on la mettrait en place en Europe ou même aux États-Unis. C'est de comprendre comment est structuré le marché de la distribution, c'est de comprendre comment est structuré, Juliette en parlait, l'écosystème digital. C'est de décrypter tout ça, d'avoir une stratégie qui est déjà claire, définie, adaptée au marché, et après trouver le bon partenaire. Et pour moi, il y a quelque chose qui est clé, Juliette, pareil, tu en as parlé, c'est d'identifier la cible à laquelle on veut s'adresser, de la décrypter donc, dans quelque chose qui est beaucoup moins macroéconomique et qui est plus sensible, qui sont mon consommateur, ça va être lui. Ma target, son écosystème de marque et son écosystème digital, c'est ça. Les endroits où il achète offline, online, c'est là. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir identifier le bon partenaire. En fait, c'est vraiment de repartir de la base, en tout cas à mon sens, qui est celle des marques auxquelles on s'identifie là-bas, quel est leur réseau de distribution, et d'aller s'associer ou s'adosser et essayer de copier un petit peu le réseau de distribution de ces marques-là. Parce que je trouve que le marché de la distribution est assez complexe, et tant qu'on n'a pas compris les leviers d'achat des consommateurs, comment ils achètent, ce qu'ils aiment par écosystème de marque, on n'a pas compris le marché. Trois choses. David contre Goliath, vous connaissez tous. Donc, la taille de la Chine, la taille des acteurs est telle que ce n'est pas la peine de chercher à faire de la concurrence. Donc, il faut avoir une stratégie, me semble-t-il, David. Et être extrêmement intelligent, agile d'esprit. Deuxièmement, une autre fable que les Chinois connaissent bien, le rat et l'éléphant. Il faut souvent lire les fables, vous savez, c'est là dans les fables qu'on a les meilleures idées. Le rat et l'éléphant, c'est l'idée que le rat va libérer un éléphant qui a été pris. Vous avez des grands groupes, il y a beaucoup de grands groupes en Chine, mais qui sont trop gros justement pour être agiles. Et donc j'observe que des jeunes occidentaux qui y vont, qui partent à l'aventure, qui vont proposer à des grands groupes qui manquent d'agilité, d'esprit d'innovation, qui vont au culot, ça marche. Vous voyez l'exemple de la chaîne de restaurants dont je vous parle, ceux qui ont financé ça, c'était un grand groupe de Chine qui voulait des bonnes idées. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à travailler sur ce modèle-là, qui est le rat et l'éléphant. Et troisièmement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais comme on est dans une salle où tous les sièges sont verts, la question environnementale est essentielle. C'est l'obsession, je l'aperçois comme ça, l'obsession. Et là, l'avantage, c'est que vous ne travaillez pas seulement chez les milléniaux, vous travaillez de la couche culotte jusqu'à la chambre funéraire. Vous avez 100% du monde chinois qui est obsédé aujourd'hui par la question environnementale.
sans plus. Et donc, il y a là une énorme place à prendre. Parce que si la Chine a réussi dans ce domaine-là à développer des technologies solaires, éoliennes, etc., elle n'est pas débarrassée pour autant d'un encombrement de pollution partout. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment, y compris, là, on travaille sur la mode. Ça va être quoi la mode? Je ne connais rien à la mode, on ne voulait pas. Mais ce que je sais, c'est que la mode, c'est l'élément central, puisque la mode, ça veut dire quoi? Que je crée un réflexe d'achat. Parce que ça devient une norme. Ça plaît. C'est ça, la mode. Eh bien, je vais prendre un exemple tout bête. Un filtre à eau. Donc, un truc vraiment très important. Il n'y a pas un chinois qui n'a pas chez nous maintenant un filtre à eau, parce que l'eau est composée. Eh bien, la façon dont vous allez vous jouer sur le design, qui pour l'instant n'a pas été beaucoup travaillé par les Chinois. C'est bizarre, mais vous avez des filtres, super, pas cher, mais le design est dégueulasse. Mais vraiment, ça m'a toujours surpris. Je demandais à mes amis chinois, mais pourquoi c'est aussi moche? Parce que ça n'était pas rentré, vous voyez, encore dans les consciences, y compris le design d'un filtre à eau ou d'un épurateur d'air. D'ailleurs, les Coréens font un tabac sur les épurateurs en Chine, parce qu'eux, ils ont, depuis un certain temps quand même, compris que le design, ça compte. Donc l'environnement me paraît être un élément, le type de vêtements que je vais porter par exemple, vous voyez, ça devient quelque chose d'important, la qualité du tissu. On voit que les cotons naturels reviennent en force par exemple. Merci. Donc justement, quand on parle de la mode, c'est quoi la singularité du marché chinois sur la mode? Voilà, qu'est-ce qui est différent par rapport à Paris, par rapport à Londres, par rapport à New York? Je peux commencer, et je pense que Marie... Carrément. Le truc complémentaire. Je dirais la singularité, c'est vraiment la diversité. On revient encore sur la diversité de la Chine. Comme l'a évoqué Juliette, il y a tellement de différents styles, de différents nouveaux consommateurs, nouvelles tendances qui arrivent en Chine, ce qui fait que la Chine est unique en tout genre. Une anecdote personnelle, j'ai des amis chinois qui sont, voilà, ils adorent le dernier sac Gucci, la banane Gucci, les sneakers Balenciaga, et à côté, ils disent « Ah, on va aller dans une fripe dans le Marais. » Une fripe, du côté vintage, des fripes à 3 €, 5 €. Moi je fais « Non, mais je rentre pas dedans. » Enfin, je rentre et ça me pique le nez, me sent la fripe. Et ils prennent les vêtements, ils essayent, ils veulent acheter, ils sont trop contents, ils font « Ah, j'en ai pour 20 €. » Moi je fais « Tu sais qu'à côté, tu as acheté un sac à 1000 € et tu mélanges à ça. » Enfin, c'est vraiment où on a vraiment une ouverture, où tout est possible. C'est ça. Oui. Oui, pour moi, c'est la diversité. Il y a un nombre incalculable de marques. Je pense que 90% un Français qui n'est jamais allé en Chine n'ont jamais entendu parler, qui sont tout aussi créatives les unes que les autres et tout niveau de gamme confondu. Il y a un renouvellement permanent. Il y a pas, je vais à peu près tous les mois en Chine. D'un mois sur l'autre, je découvre des nouvelles marques. Les concepts changent. Ils sont d'une agilité, d'une réactivité absolument dingue. Donc dans les écueils à éviter, c'est de vouloir trop prendre son temps. Ça va tellement vite qu'il faut être hyper réactif quand on est une marque. Et en même temps être patient, c'est toute la difficulté, c'est aussi attendre que la mayonnaise prenne, mais ça peut aller assez vite, mais il ne faut pas penser que c'est comme ça en 2 secondes, mais enfin, voilà, la singularité du marché réside dans un nombre de marques qui se créent, qui s'arrêtent, qui changent. Il y a des marques même énormes avec un nombre de points de vente pas possible, qui en 6 mois changent radicalement de stratégie, de positionnement, style, parce que c'est la tendance du moment. Donc ils ont mieux que personne compris ce que c'était que d'être consumer-centrique, que de s'adapter à la demande du marché, notamment des millennials, que de vouloir se renouveler. Ils sont assoiffés de nouveautés, les clients, les consommateurs, et donc les marques proposent de la nouveauté quasiment en permanence. Ils sont assoiffés du bon coup, du bon plan, de la marque qui va faire la différence, du détail qui va faire la différence, de l'édition limitée. Et les grandes marques de luxe, qui sont des exemples aussi sur leur développement stratégique en Chine pour d'autres, sont hyper intéressantes à regarder. Des gens comme Burberry font des éditions limitées de sacs à 3 000 $,
sur WeChat, on peut acheter uniquement sur WeChat en une journée. C'est des choses qui, il y a quelques années, dans l'univers du luxe, auraient été impensables. Donc c'est vraiment cette richesse créative. Je ne pensais pas dire ça, en fait, il y a quelques années, la première fois où je suis allée en Chine. Cette innovation, en tout cas d'un point de vue des tendances prêtes à porter, je ne parle pas d'innovation technologique au sens large, et cette effervescence, en fait, qui est assez passionnante. Et on parlera de l'avenir, mais il y a quelques marques qui commencent à arriver en Chine, arriver en France, pardon. Pour moi, la next step, c'est l'arrivée en masse d'un certain nombre d'acteurs chinois hyper créatifs qui vont, je pense, arriver de manière importante sur le marché français et européen. Merci. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Merci. La mode, je ne connais rien. Quand même, je rebondis sur ce qui est dit. Lorsque on s'intéresse à ce mouvement d'entreprises chinoises sur le pays développé, je serais d'avis là aussi de vous vendre ce que je vous ai pas mal développé, mais qui est le sud-sud, c'est-à-dire l'accompagnement et le partenariat avec des entreprises chinoises dans des continents qui sont plus proches de notre passé, de notre tradition linguistique. Je prends un exemple sur la Côte d'Ivoire. Là, je suppose une entreprise chinoise de mode, de vêtements, etc. Je vais avoir besoin d'un partenaire qui connaît, qui a une certaine compétence sur ce marché. Et donc, j'ai observé qu'un certain nombre de jeunes Français ont réussi à trouver du boulot, françaises, excusez-moi, ont réussi à trouver du boulot avec des partenaires chinois ou des sociétés chinoises sur des marchés extérieurs. Et ils en sont extrêmement contents. Une des difficultés quand même de ces milléniums, c'est que, je disais dégénéré, j'étais méchant, mais vous savez, je suis très méchant, je suis très gentil en même temps. C'est qu'ils ne vont plus aller bosser, ces gens. C'est un vrai problème, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce que vous avez décidé, qui est qu'ils bossent, ils sont remarquables, il y a un vrai tourbillon, etc. Et puis il y a quand même une génération entière, c'est celle qu'on appelle les millennials, qui sont des machines à consommer, à se renouveler, etc. Et vous ne pouvez pas les envoyer bosser en Afrique, il n'y en a pas un qui ira. Et donc les boîtes chinoises vont être très demandeurs au contraire, de trouver, alors en Inde ils le font avec des Indiens, leurs partenaires, c'est toujours des Indiens. Je ne vois pas un seul Chinois exposé parce que là il y a une sorte de rivalité entre les deux espaces qui était, si vous pouviez vendre des produits chinois en étant chinois en Inde, vous pouvez fermer boutique tout de suite. Mais même en Afrique, il y a vraiment une demande pour vous donner un exemple tout con, un jeune cuisinier français, eh ben, là où il a trouvé du boulot, c'était à Niamey, dans le plus grand hôtel de Niamey aujourd'hui, c'est un hôtel chinois. Je voulais rajouter quelque chose qui est plus lié à la culture, l'histoire de la Chine, pour sa singularité. Marie l'a dit justement, la Chine, les marques doivent tellement s'adapter très rapidement, sont très influencées, de 6 mois à 1 an, des concepts ont totalement changé. C'est aussi lié à, je pense, à un phénomène culturel qui est l'enfant unique. Ces millennials qui sont les enfants uniques. Ils n'ont pas vraiment eu de grand frère ou grande sœur. On n'a pas la notion de la grande sœur ou le grand frère va donner des avis mode aux petits frères. Ils apprennent vraiment par eux-mêmes. Du coup, ils sont avides de conseils. C'est aussi le système des influenceurs. On le voit actuellement en Occident, qu'il y a beaucoup tout ce qui est Kardashian, tous les influenceurs. Alors qu'en Chine, c'est encore plus puissant. C'est pas forcément des superstars, ça peut être des micro-influenceurs, vraiment des grands frères, des grandes sœurs de ces personnes qui vont les conseiller et pour le coup sont très influençables. C'est pour ça qu'une marque aujourd'hui qui va être le buzz, peut-être demain ça ne sera pas le buzz. Parce que ils vont peut-être faire un choix d'égérie qui ne sera pas la bonne, notamment les égéries en Chine. Toutes les marques européennes qui vont en Chine vont prendre des égéries. Et parfois, les égéries, notamment je crois l'année dernière, Dior, on nous met une nouvelle égérie chinoise, et ça a été la catastrophe. Je me dis, mais vous nous prenez pour des imbéciles, pourquoi vous nous choisissez elle? Ou pour le coup, la fille, elle a été choisie et elle n'a fait aucune campagne. Parce que le public est tellement fort. En Chine, la voix du public, du consommateur, est tellement forte que ça dirige vraiment le business. C'est ça, tu vois,
Moi, je vais vous poser une dernière question, après on passera aux questions du public. Justement, c'est quoi l'avenir de cette mode en Chine pour les 5 prochaines années? Voilà, si vous avez des intuitions, des perspectives ou même des envies personnelles. Moi, dans les intuitions, il y a celle qu'on a, créativement parlant et d'un point de vue de l'agilité, beaucoup à apprendre des marques chinoises. On a eu l'impression qu'elles s'inspiraient énormément des marques françaises pendant des années. Je pense que là, la balance est en train de s'inverser et j'invite tous les gens qui travaillent au sein de marques, les patrons de marques eux-mêmes, à aller voir ce qui se passe sur le marché chinois, à aller voir les stratégies des grandes marques internationales et les stratégies des marques locales. Donc mon intuition, c'est que l'avenir de la mode est chinois. Il y avait un papier dans le journal du textile il n'y a pas longtemps, au sein du panorama international. Et je pense qu'il y en a qui ont leur place au global dans le panorama mondial de la mode. Et je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, des concepts extrêmement intéressants. Mon intuition, c'est que tout ce qui est influenceur digital va encore monter en puissance et ça va aller rechallenger encore plus que ça ne challenge aujourd'hui les modèles économiques et les réseaux de distribution et le commerce physique. Juliette a parlé du nouveau concept de Zara à Shanghai qui est hyper intéressant. Et c'est pour les marques aujourd'hui, et ça le sera, je pense, d'autant plus dans quelques années, un véritable laboratoire de tests. Et le troisième point, vous en parliez, c'est l'écologie. Et effectivement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sociétale et environnementale en Chine. Et j'espère que compte tenu de la taille et du poids de l'industrie textile mondiale, ça va avoir un impact positif sur toute la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication, à la distribution, et que leur prise de conscience va permettre une prise de conscience massive et des solutions internationales pour essayer de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Je suis totalement d'accord sur le point que Marie a évoqué. Justement, le futur de la mode peut-être sera chinois éventuellement. On a évoqué auparavant avec tous ces groupes chinois qui rachètent des marques de mode, mais aussi des marques de luxe, non pas pour dire qu'ils sont les maîtres du monde, mais aussi pour s'inspirer, pour prendre du savoir-faire qu'eux n'ont pas. Le manque avant que les Chinois n'arrivaient pas à innover ou à créer, ils essayent de se rattraper justement en acquérant ce savoir et de le développer à leur manière. J'ai une autre corrélation avec les technologies. Je serais même capable de dire il y a 3 ans. Il y a 3 ans en Chine, le leader c'était Apple et Samsung. Aujourd'hui, on voit du Xiaomi, du Huawei, des petites marques Oppo, des marques chinoises de mobile. Ça, on le voit en Chine, on le voit déjà. Et aujourd'hui à Paris, incroyable. On voit des grosses communications dans le métro avec je ne sais plus quel footballeur. Chacun a un footballeur en tant que géré et qui conquiert le monde l'Occident. Et ce qui est incroyable aussi, peut-être qu'il y a des certaines marques dans le textile, Meta Gangwei, des noms qui sont chinois en tant que consommateur occidental, on a un peu un décalage. Voilà, c'est Made in China et en plus c'est un nom chinois. Alors que là, il y a un français lambda qui achète un contact qui s'appelle Huawei. C'est incroyable et je me dis déjà, au niveau de la technologie, c'est accepté, sur la mode, je pense que ce sera le next step. J'ai un point que je voulais rajouter qui me paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en plus de tout ce qu'on vient de se dire, un véritable regain d'intérêt des Chinois pour leurs marques locales et au global, un regain d'intérêt autour de leur patrimoine et de leur culture, notamment de la jeune génération. Donc ça va donner encore plus de pouvoir aux marques locales. Il va y avoir, et on voit quelques concepts émerger en Chine sur des interprétations contemporaines et modernisées des savoir-faire traditionnels. Et c'est pas que pour l'industrie de la mode, pour l'industrie du tourisme. Il y a de plus en plus de jeunes Chinois qui partent à la découverte
leur patrimoine, leur région, leur pays. Et donc, je pense que de plus en plus, il y aura les Jeux olympiques américains également, le monde entier va être de plus en plus tourné vers la Chine, pas uniquement d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue culturel et de ses savoir-faire, et Dieu sait qu'ils sont là. Oui, la Chine ne sera pas le centre du monde, elle s'appelle... Non, chinois, c'est quoi? L'Empire. Non, l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu. Donc, oui, c'est son milieu à elle. Mais je ne crois pas du tout, je crois avoir été assez clair dans l'exposé, que la Chine a la capacité d'être le centre du monde. Elle a une volonté d'être son propre centre, et ça, c'est ce que tu dis, c'est très juste. On le voit très nettement dans les films, etc. Même si vous avez raison dans votre exposé de montrer qu'ils ont un peu tendance à aller partout. Oui, enfin quand même, quand vous êtes en Chine, la prison se referme. Et oui, il ne faut pas croire que les Chinois ont accès, je suis désolé, à l'information globale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est pas les milléniums, c'est le 1% des milléniums, comme ceux qui croient que tous les Indiens parlent l'anglais. Il suffit que je parle l'anglais en Inde pour vendre. Non. Il y a 5% de la population indienne qui parle anglais, le reste, c'est leur langue native. Et si vous voulez vous développer en Inde sans parler les langues locales, c'est pas la peine. Donc d'abord, c'est vraiment mon point. Il n'y aura pas de monopolarité du monde, de même que je ne pense pas que les États-Unis soient l'avenir du monde. On va vers un monde multipolaire. Ça, j'y crois, à la fois sur le plan géographique, mais aussi sur le plan économique. Donc, par contre, puisqu'il est multipolaire, il faut en connaître les différents pôles. Et les particularités du monde chinois, que je dirais plutôt, moi, personnellement, le monde d'Asie du Nord, parce que je trouve qu'entre Japon, Corée et Chine, jusqu'à Hong Kong, on voit quand même se dessiner un véritable bassin, à la fois culturel, ayant des préoccupations identiques. Vous voyez, l'accident au Japon a traumatisé la population japonaise sur le plan de l'environnement, et je vois qu'en Chine, on a exactement aujourd'hui la même préoccupation. Donc, il s'invente en partie dans le XXe siècle. La trajectoire, j'ai dit, qui était celle du déclin, ça j'y suis très convaincu, mais d'ici 2049, parce que ta question était dans les 5 prochaines années, alors on voit bien que dans les 5 prochaines années, ça va continuer à carburer parce qu'ils savent que les choses vont bien, que le pays vit, qu'il n'a pas beaucoup de temps pour faire ceci, que si je veux m'enrichir, c'est encore le moment. Il y a bien un moment donné où ça le sera. Donc ça vibrionne, ça tente d'inventer, il y a des tas de choses à apprendre, et je vous disais, c'est prendre d'abord, être curieux, apprendre, puis vendre éventuellement. Ça, c'est vous qui trouverez la bonne adéquation, la bonne stratégie. Je vous dis, paradoxalement, la bonne stratégie ne sera pas de s'implanter sur le marché chinois, mais on aura tellement appris de ce qui s'y fait qu'on aura des tas d'idées sur le reste. Et je vous dis, regardez le monde dans son entier. Je ne vais pas parler de l'Amérique latine ou des États-Unis, je suis méchant, mais je vois très bien un triangle entre vous qui allez découvrir des choses en Chine et qui avez vos réseaux par contre aux États-Unis ou au Canada et qui allez développer ce partenariat. Voilà, je crois que c'est ça. Et cette capacité d'opportunisme, c'est un trait caractéristique de la civilisation chinoise. C'est-à-dire, elle m'a toujours frappé. Elle est pragmatique, elle n'est pas du tout dogmatique. Elle a à la fois le temps, vous voyez, c'est le yin-yang. Nous les Français, nous opposons toujours le blanc et le noir, les sièges verts, les sièges rouges, l'équipe des bleus, la droite et la gauche. Il y a un concept qui réunit tout ce monde, c'est le yin-yang. Vous voyez ce schéma extraordinaire, moitié noir, moitié blanc. Il y a un point noir dans le blanc, un point blanc dans le noir. Et tant bien que mal, vous voyez, la forme est ronde. C'est très important, la forme est ronde. Je ne me heurte jamais. Roule sa bosse. Et ça, rien que ça, si déjà vous pouvez ouvrir votre esprit et découvrir une autre façon de raisonner, de travailler, etc., c'est fantastique à mon sens. Vas-y, Marie. Une petite chose à rajouter. Alors, ça va paraître très terre à terre à côté, mais ça m'a fait. Il ne faut pas dire ça, ils sont pragmatiques, les Chinois. C'est pour moi l'avenir aussi pendant les 5 prochaines années, et c'est pas que pour les marques chinoises, c'est pour les marques mondiales et les marques françaises.
c'est comment est-ce qu'on arrive à imbriquer tout ça. Et aujourd'hui, il y a un tourisme chinois, j'apprends rien à personne, énorme en France, qui eux veulent aussi en France des choses qui sont adaptées à leur calendrier, à leur consommation. Donc l'adaptation des marques françaises qui veulent s'implanter en Chine, elle est primordiale, donc de s'adapter, voilà, on l'a dit, à la distribution, comprendre comment ça fonctionne, s'adapter à leur calendrier, adapter ses tailles, etc. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on intègre des événements du calendrier chinois aussi dans des stratégies en France. Les touristes chinois veulent pouvoir trouver des produits pour le Nouvel An chinois dans aussi les collections françaises en France. Donc c'est aussi au global s'intéresser aux stratégies des marques là-bas pour mieux adapter son calendrier ici également et répondre à ce tourisme qui est une opportunité de business hyper importante pour les marques françaises et qui est à mon sens la première clé d'entrée quand on veut s'intéresser et se développer sur le marché chinois, c'est d'abord créer une marque chinoise ici en France. Je vais juste donner un exemple, parce que je suis un vélo, mais il y a des trucs marrants. Addis Abeba, j'y suis en janvier-février, je fais une longue tournée en Éthiopie, et début février, l'aéroport d'Addis Abeba est noir, non pas de noirs, mais de chinois. Les Éthiopiens qui dirigent les free trade shops, là, c'est-à-dire en fait des Libanais, qui sont des grands commerçants, eux, ils avaient anticipé. Ils ont fait la moitié de leur vente annuelle en une semaine. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils ont su anticiper cette demande très forte des Chinois qui travaillent sur les chantiers ciblés éthiopiens, qui allaient donc rentrer en Chine, parce que là, le Chinese New Year, on rentre voir sa famille, mais on rentre avec des cadeaux, etc. Les Libanais avaient su, c'est pour ça que je voulais donner cet exemple, et la moitié du chiffre d'affaires, je n'en revenais pas. Mais ils n'étaient pas cons, ils avaient mis des produits à haute valeur ajoutée, parce que c'est ça qui effectivement partait, etc., et pas des petites merdes. Hein. De sorte que notre ami ouvrier ou technicien chinois qui était à l'aéroport était de toute façon condamné à acheter à l'aéroport, et plutôt que d'acheter de la cigarette hors taxe, eh bien il n'avait plus que des cigarettes chinoises qui elles sont à 25 € le paquet, ouais, c'est pas la petite, ou des liqueurs de haut de gamme, etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un habitant sur 3 ou 4 à pouvoir d'achat dans le monde qui a besoin aujourd'hui d'être respecté dans ses habitudes, ses rythmes de vie, sa vision des choses, etc. Par exemple, vous ne savez peut-être pas, les lits dans lesquels on dort quand on est chinois ne sont pas bordés de la même façon qu'un lit fait par un occidental. Et si vous voulez attirer la clientèle chinoise, il vaut mieux qu'elle soit dans le feng shui. Vous avez peut-être entendu parler du feng shui. On va passer aux questions du public, comme ça. Allez, vas-y, un petit truc, rapide. Rajouter un dernier petit truc. Rapide. Dans les 5 prochaines années, que ce soit pour le marché chinois ou même le marché global de la mode ou même du luxe, je relève souvent avec le luxe parce que je connais un peu mieux. Et par exemple, quand on dit, comme Marie l'a dit, on a de plus en plus de touristes chinois qui viennent dans le monde entier dans le secteur du luxe. Les Chinois représentent plus de 30%, qui vont peut-être même jusqu'à 40% dans les 5 futures années. Le challenge, je dirais, c'est est-ce que les marques vont savoir. Enfin, le challenge, c'est de garder leur identité et pas faire des produits pour les Chinois. Ça, c'est le gros challenge. Merci beaucoup. Questions dans le public? Même pas une question pour moi? Il y en a plein. Il y en a plein? Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on a vu aujourd'hui. S'il y a une question, ouais. Alors, bonjour et merci à tous pour cet échange très intéressant. Alors moi, ma question, c'est, d'après ce que j'ai compris, un peu tout l'internet chinois est assez différent et du coup leur premier réflexe c'est d'aller sur un peu ces réseaux sociaux qui sont regroupés dans une seule application ou ce genre de choses. Est-ce que si on veut entreprendre en Chine, il faut absolument qu'on soit présent sur ces moyens de communication? Est-ce que le digital est vraiment aussi omniprésent qu'en Occident? Je dirais totalement oui. Pour une marque qui n'est pas présente sur le digital en Chine, c'est comme si elle était invisible. La Chine est tellement vaste, je sais pas, plus d'un milliard d'habitants, c'est une fois plus grand que la France, je suis au moins 50 fois plus grand que l'Europe. C'est tellement vaste, donc vous communiquez d'une seule voix à tout le monde, il n'y a que le digital qui peut faire ça. À moins que vous dépensiez des millions et des millions de budget dans des campagnes publicitaires dans chaque ville, vous ne pouvez pas faire mieux que le digital.
incontournable. Et il y en a un qui est incontournable, c'est WeChat. WeChat, c'est le réseau de communication des marques, mais individuelles. Si vous allez en Chine pour la première fois, ne serait-ce que personnellement parlant, il faut avoir un compte WeChat. Tout se fait via WeChat. Il n'y a plus de carte de visite en Chine, on scanne le QR code d'un compte WeChat, on ne parle que par WeChat. On ne communique que par WeChat, on paye par WeChat, on s'informe, on échange, c'est la plateforme de référence. Il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Juste pour dire, même dans le cadre de la chaîne de restaurants dont je parlais tout à l'heure à Chengdu, parce que je pense que vous n'êtes pas des multinationales qui avaient besoin nécessairement d'avoir une image de marque à l'échelle de la Chine, donc moi je défendrai l'idée, pour vous en tout cas, de stratégie locale. Même dans ce cadre-là, cette chaîne de restaurants a sa propre circulation, parce que le WeChat couvre toute la Chine, mais en réalité, il couvre les zones de voisinage. Vous avez le modèle en France, par exemple, vous savez, Chat Perdu, ou bien l'autre, là, de commerce de proximité, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, qui à la fois couvre toute la France, mais vous dites où est-ce que vous habitez, vous n'allez pas chercher effectivement une chaise d'occasion à Marseille, vous allez la prendre dans votre environnement immédiat. Donc les 2 ou 3 réseaux, parce qu'il n'y a pas que WeChat, hein, il y en a 3 maintenant, au moins, sont séparés par effet de proximité. Et donc, même si vous avez je sais pas, un projet de salon de coiffure, de chaîne de salon de coiffure, dans une même ville, parce que ce n'est pas des petites villes, c'est 15 à 30 millions d'habitants quand même, les villes chinoises, il vous faudra une présence effectivement sur l'Internet pour la raison simple qui est qu'ils ont en permanence, le smartphone qui est là. Ding ding, ding ding, hein, ça, voilà. Et donc, vous n'y échappez pas. Je vais juste rajouter une chose sur l'importance du digital en Chine. En Chine, donc 1,4 milliard d'habitants environ. WeChat, ils ont battu un record qu'ils ont plus de 1 milliard d'utilisateurs. Donc bien sûr, il y a les Chinois de Chine, mais aussi les Chinois de la diaspora. Mais quand même 1 milliard sur 1,4 milliard, on dit c'est... moi j'ai WeChat, pour communiquer avec mes amis là-bas. Quoi d'autre, enfin, quand on dit pourquoi ne pas aller sur le digital, enfin, dans le sens où aussi, quand on fait de la communication locale, peut-être qu'il y a une autre personne de l'autre bout de la Chine, dans son coin paumé, qui pourrait utiliser son portable pour pouvoir voir votre marque. C'était sur le digital. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, quand on est une marque française, on est obligé d'être sur le digital si on veut aller en Chine? C'était ça la question d'origine. Oui. Oui, il n'y a pas le choix. Ouais. Ok, on va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.